Bonjour à tous, bienvenue à ce débat. Comment la crise redessine la carte du monde, un thème aussi vaste que la carte en question finalement. Mais il est vrai qu'assez rapidement après le début de cette pandémie est apparue l'expression le monde d'après. On allait voir ce qu'on allait voir, rien ne serait plus comme avant. Alors cette crise a-t-elle redéfini les grands équilibres commerciaux et géopolitiques? Qui est sorti grandi? Quels pays? Quelles organisations? Quelles institutions? Qui dans la société civile? Quelles sont aussi les lacunes qui sont apparues au grand jour? Au contraire, les atouts qu'il nous faut consolider pour y répondre des acteurs et observateurs de ce monde qui change. Avec nous ce soir, Florence Parly, ministre des Armées. Merci d'être là. Également présent pour ce débat, l'ancien commissaire européen et ex-négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier. Bonsoir. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Sven Smith, coprésident de McKinsey Global Institute, la branche de recherche commerciale et économique du cabinet de conseil McKinsey. Je salue également Rodolphe Saadé, le PDG de la compagnie de transport maritime CMA-CGM. Et en duplex de Boston, nous sommes avec Susan Berger, politologue américaine et professeure au MIT. Mais d'abord, je laisse la parole à Philippe Aghion, qui coordonne ce débat, professeur au Collège de France et bien sûr membre du Cercle des économistes. Philippe Aghion, vous allez lancer la discussion. Cette crise, elle a finalement mis en lumière des atouts, mais aussi des manques certains. Absolument, donc je commence par ça. Je crois qu'un des mérites de cette crise, c'est d'avoir mis en évidence des faiblesses auxquelles nous devons nous attaquer, qui étaient déjà là, mais qui ont été encore plus mises en évidence par la crise. En particulier, au début, on a regardé, on manquait de masques en France, de respirateurs et de tests. Et avec Eli Cohen et d'autres économistes, on a essayé de regarder pourquoi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au début des années 2000, dans l'export et l'import de ces produits, on était comme les Allemands à peu près. Et maintenant, les Allemands sont exportateurs nets pour ils ont un excédent commercial de 20 milliards d'euros sur ces produits et qu'ils ont augmenté les productions, export et import. Et nous avons stagné. Alors pourquoi les Allemands se sont développés, pas nous? Ils ne l'ont pas fait par des guerres commerciales. Donc qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Alors déjà se pose le problème de la maîtrise des chaînes de valeur. Est-ce qu'il va falloir reprendre la maîtrise des chaînes de valeur par relocalisation des usines en Chine ou avec des nouvelles firmes, en faisant grassroots capitalism, en poussant des nouvelles boîtes et en créant un écosystème pour qu'elles grandissent? Donc ça se pose tout le problème de comment on se réapproprie les chaînes de valeur. D'accord? Donc ça, c'est un premier problème. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était le déficit d'innovation. Dans tous les secteurs, à part le nucléaire et l'aéronautique, la France a perdu parce qu'elle a perdu en innovation. Donc la France doit vraiment créer un écosystème d'innovation meilleur que celui qu'elle a, mais ce n'est pas seulement vrai pour la France, c'est vrai pour l'Europe. Se pose alors la question, comment créer un meilleur écosystème d'innovation? Alors par exemple, on sait que pour les vaccins, il y avait la fameuse BARDA, la Biologic Advanced Research Development Agency, qui a permis de transformer l'ARN messager en production de masse de vaccins ARN messager aux États-Unis. On n'a pas l'équivalent en Europe. Comment on crée ça en Europe? Est-ce qu'il faut créer? Est-ce que ça doit se faire en France ou dans chaque pays ou au niveau européen? Est-ce que ça doit se faire à 27 ou avec quelques pays clés? Est-ce qu'il faut inclure l'Angleterre? Moi, je pense que oui. Je pense qu'un jour, dans ces projets, dans cette Europe des projets, les pays clés, c'est la France, l'Allemagne et, à mon avis, la Grande-Bretagne. Dans l'énergie, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la défense, ils sont très, très bons. Donc, comment on les réintègre dans le jeu? Donc ça va être une grande question. Va se poser également la question, est-ce que ça suffit d'avoir des DARPA? Est-ce qu'il ne faut pas reprendre tout l'écosystème d'innovation? Je pense que Suzanne Berger, qui est avec nous, va nous expliquer que les DARPA, ça ne suffit pas. Si on a une DARPA, mais qu'on n'a pas un bon système de financement de la recherche fondamentale, dans la biotech, les Américains, ils ont la National Science Foundation, la National Institute of Health, la Howard Hughes Medical Institute, tout ça rien que pour financer la recherche fondamentale. Ils ont le venture capital, ils ont les investisseurs institutionnels. Nous n'avons pas l'équivalent en Europe. Comment on peut créer ça, tout cet écosystème? Donc ça, c'est une question que j'aimerais pouvoir aborder. Ensuite, va se poser le problème de Maastricht. Je suis pour les critères de Maastricht, mais comme on va avoir l'Europe des projets, on va investir dans des projets. Est-ce qu'il faut compter de la même manière un investissement de croissance et un transfert pur?
quand on regarde Maastricht. Et alors, évidemment, quelqu'un pourrait dire, je vais toujours prétendre qu'un investissement est un investissement de croissance. Comment on peut utiliser des indicateurs comme les tests PISA, ou comme les classements de Shanghai, ou comme les brevets, ou que la production... On sait que sur les brevets, il y a des métriques très précises pour essayer d'améliorer, pour dire, mais voilà, là, on a quand même le sentiment que vous faites vraiment un investissement de croissance. Donc, comment on pourrait mettre en place quelque chose où les pays seraient jugés, pas juste sur le montant de déficit, mais sur la composition de leur déficit et sur l'usage et sur la qualité de la dépense publique. Vous voyez ? Comment on peut instaurer une culture comme celle-là davantage encore en Europe ? Voilà, ça c'est une question que je pose à nos participants. Ensuite, j'ai presque terminé parce que j'arrive à mes 5 minutes, faut-il craindre la Chine ? On sait que le nombre de brevets chinois a explosé dernièrement. Mais est-ce que c'est des bons brevets ? Est-ce qu'ils sont vraiment à la frontière technologique ? Est-ce que sans liberté, on peut quand même être un innovateur cunien, comme on dit, faire des innovations absolument fondamentales? Mais est-ce que les Chinois sont dangereux sur le plan de l'innovation comme concurrents à l'Europe notamment? Qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça? Et puis se pose la question, et je termine là, des brevets. Vous savez que il y a eu l'administration Biden qui à un moment donné a dit on devrait supprimer les brevets sur les vaccins pour diffuser mieux. Ça pose une vraie question parce que les brevets, ça récompense les innovateurs. Donc si vous commencez à dire que vous ne récompensez plus les innovateurs, vous découragez l'innovation. Mais d'un autre côté, vous devez diffuser le savoir. Donc là, il y a peut-être un rôle de l'État. Mon collègue Michael Kremer, qui est prix Nobel d'économie 2019, avait écrit un article en 1996 essayant de traiter ce problème. L'État ou les États peuvent racheter des innovations aux innovateurs et pour les mettre dans le domaine public et les diffuser. Comment on crée un système comme ça? Est-ce que le G20 peut jouer un rôle? Est-ce que l'Europe peut jouer un rôle? Est-ce qu'on peut créer des sovereign wealth funds collectifs qui joueraient ce rôle de rachat d'innovation de vaccins ou de technologies vertes pour les diffuser dans les pays en développement? Donc là, il y a un rôle également, et plus généralement, comment repenser le multilatéralisme en y intégrant la santé, l'innovation verte et des règles de commerce plus équitables où la Chine joue le jeu, etc. Donc voilà, c'est un petit peu les questions que je voulais soumettre à nos participants, mais je crois que le Covid a eu ce grand mérite qu'il a mis ces questions vraiment très en évidence, quoi. Et l'Europe voit vraiment que, autant les Américains, comme je disais tout à l'heure, doivent revoir leur modèle social, autant l'Europe, le gros problème en Europe, on peut toujours améliorer notre modèle social et il faut continuer de l'améliorer, mais le gros problème en Europe, c'est qu'on a un écosystème d'innovation inadéquat et la question c'est comment on va reconquérir les chaînes de valeur en repensant notre système d'innovation et en faisant une Europe des projets, y compris avec la Grande-Bretagne. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci Philippe Aghion. Je vous vois applaudir à tout va, Florence Parly, et acquiescer, et puis parfois un petit peu, un peu moins. Est-ce qu'effectivement l'Europe aujourd'hui est à une croisée des chemins et doit prendre des décisions fortes pour aller de l'avant ? Alors oui, certainement, l'Europe est à un moment important de son existence, mais peut-être avant de répondre directement sur la question de l'Europe, je voudrais vous dire que, vu de la fenêtre du ministère des Armées, où on observe la géopolitique de façon privilégiée, cette crise, elle a eu aussi d'importantes conséquences, parce qu'en réalité, on n'a rien découvert, hein. On n'a rien découvert des tensions du monde. Ces tensions du monde, on les avait déjà vues s'exprimer avant cette crise sanitaire. Mais ce que l'on a vu du fait de la crise sanitaire, c'est une sorte d'accélération, d'amplification extraordinaire de tout ce qui était déjà à l'œuvre entre les pays et les puissances. Donc cette accélération, elle se traduit par quoi? Par exemple, on l'a tous vu, la montée des nouvelles menaces, on ne les découvrait pas, les cyberattaques, on savait que ça existait, mais ce qu'on a vu, c'est une multiplication par 4 entre 2019 et 2020 du nombre des cyberattaques. Ça, c'est un phénomène qui est remarquable et qui caractérise la crise sanitaire. Ce qu'on a vu, c'est la manipulation de l'information à plus soif. Est-ce que vraiment il y a une pandémie ? Ah oui, non. Certains pensaient que non. Et d'ailleurs, certains peut-être continuent de penser qu'il n'y en a pas. Est-ce que vraiment ces vaccins sont efficaces? Bref. Donc la manipulation de l'information, là aussi, c'est délecté de cette crise que nous avons vécue. Et puis on a vu aussi des comportements de la part de grands pays, des puissances mondiales ou bien des puissances régionales. On a vu ces comportements littéralement se désinhiber.
c'est-à-dire que ce qui n'était pas possible il y a encore quelques années, eh bien, devient possible. Je peux citer des choses que j'ai déjà citées. Une frégate turque qui vient menacer littéralement une frégate française engagée dans une opération de l'OTAN. Ça, on l'a vu, c'était il y a un an. Donc, quand on dit désinhibition, je crois que le terme est le bon. Et puis, on a vu aussi l'exacerbation des rivalités économiques. La rivalité entre la Chine et les États-Unis n'est pas nouvelle, mais elle ne sera pas diminuée du fait de la crise sanitaire. Je pense même qu'elle sera encore amplifiée, et ce, quelle que soit l'administration en charge aux États-Unis. Puis ce qu'on a vu aussi, c'est le repli sur soi. Ah oui, 2 minutes. Le repli sur soi, on l'a vu clairement, les frontières qui se fermaient à toute vitesse sans aucune concertation, même au sein de l'Union européenne. Ensuite, la tentation de garder tout ce que l'on avait. Puis on a aussi vu, et j'en viens à la question sur l'Europe, on a aussi vu des comportements assez extraordinaires de pays européens qui étaient peut-être un peu moins touchés que nous, ou que l'Espagne, ou que l'Italie il y a un an, et qui ont ouvert leurs hôpitaux, qui ont accueilli des patients qui nécessitaient absolument d'être pris en charge. Et donc moi je pense en effet que cette crise, elle révèle pour l'Europe à la fois des fragilités extraordinaires, c'est un niveau de dépendance qui en vient même à mettre en péril notre souveraineté. Et quand je parle de souveraineté, j'y mets beaucoup de sens compte tenu de la responsabilité que j'occupe, mais aussi des opportunités incroyables, parce que je crois qu'en effet, la prise de conscience est là. Et donc l'Europe a la capacité de passer la vitesse supérieure, et dans le domaine par exemple de la réduction de nos vulnérabilités et de nos dépendances, dans le domaine de la création d'un écosystème plus favorable à l'innovation, dans des domaines que les armées n'ont jamais délaissés, qui sont l'aéronautique, qui sont le nucléaire, eh bien on a potentiellement de quoi faire, mais à une condition, c'est que l'Europe ne s'attaque pas par le biais de la loi, par le biais de la jurisprudence, à des politiques sur lesquelles nous voulons investir en tant qu'Européens. Et je pense par exemple à la taxonomie. Dire que le nucléaire c'est mal, c'est se tirer une balle dans le pied. Dire que les activités de défense ne doivent pas être financées par les organisations financières, les banques, etc., au même titre que les activités pornographiques, c'est choquant. Et donc ça, c'est un combat aussi que nous devons mener au niveau européen. Donc je m'arrête là parce que je sens que mon temps est épuisé. Merci Florence Parly. On va revenir effectivement à cette question européenne avec vous, Michel Barnier, dans quelques instants. Mais avant, on va faire un petit détour par les États-Unis pour rejoindre Suzanne Berger en diplex avec nous de Boston. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous voulez notamment insister sur l'innovation qu'on a pu aussi voir émerger à la faveur de cette crise. On en a parlé, mais il y a notamment un fort axe innovation aux États-Unis qui s'est mis en marche à l'occasion de cette crise. Oui, mais ce que je vois émerger sur la scène internationale, c'est une mondialisation avec des frontières nationales. Et je crois que notre dilemme, c'est savoir comment maintenir ce monde aussi ouvert que possible. Les frontières s'élèvent aux limites de toutes les économies avancées, car pratiquement tous ces pays adoptent des politiques industrielles à grande échelle. Or, par définition, les politiques industrielles soutiennent les entreprises, les travailleurs nationaux, l'innovation nationale et les préférences nationales. Elles créent donc inévitablement des barrières aux frontières pour empêcher la libre circulation des idées, des personnes, des capitaux, des biens et des services. Et cela même en absence de nouveaux tarifs ou quotas. Alors, comment dans un monde où les pays ont des politiques industrielle à grande échelle, comment maintenir un ordre économique international ouvert et fondé sur des règles? Est-il possible de maintenir la mondialisation dans un tel monde? Est-ce même souhaitable? Alors, je crois qu'il faut commencer par essayer de comprendre pourquoi nous assistons
à cette montée en puissance des politiques industrielles partout. Et 3 facteurs ont joué un rôle. Premièrement, et c'est peut-être le plus évident, c'est une réponse au populisme et à la demande publique d'un rôle plus actif de l'État pour garantir des emplois et une certaine sécurité de mode de vie. Deuxièmement, ces politiques répondent à la montée de la Chine et à la concurrence chinoise dans les secteurs très avancés de l'économie de l'innovation, communication, intelligence artificielle, informatique quantique, robotique. L'inquiétude que suscite l'avancée de la Chine dans ces secteurs, c'est d'autant plus important que ces technologies sont celles où convergent les technologies civiles et les technologies militaires. Mais je pense toutefois que le facteur le plus important a été la pandémie. Aux États-Unis, c'est la pandémie qui a brisé la profonde hostilité du public américain envers la politique industrielle. Hostilité à l'idée que l'État pourrait identifier les gagnants. Mais ce jugement négatif s'est retourné pendant la pandémie. Chez nous, comme en France et ailleurs, il y a eu de grosses pénuries de masques, de vêtements de protection, de médicaments, de ventilateurs dans la première phase de la pandémie. Horreur d'avoir vu le personnel hospitalier en certains lieux porter des sacs poubelles en plastique avec des trous pour la tête. La pandémie a fait prendre conscience à tous de la fragilité de nos chaînes d'approvisionnement. Or, pour rendre plus résilient la chaîne d'approvisionnement, il était évident à tous que l'État devait entrer en jeu. Mais encore plus important pour changer les esprits, c'était l'étonnante réussite de la coopération entre le privé et le public dans le développement rapide des vaccins ARNM et dans le développement des technologies de production très complexes pour fabriquer ces vaccins. Cette réussite a transformé l'opinion publique vis-à-vis de la politique industrielle. Et sans la réussite de l'opération Warp Speed, l'adoption par le Congrès de la Endless Frontier Act de l'administration Biden la semaine dernière, ça n'aurait pas été possible. Or, comment expliquer, là je réponds un peu à notre ami Philippe Aguillon, comment expliquer la réussite des vaccins? La DARPA, l'Agence fédérale des projets de recherche avancés de la défense, a joué un rôle majeur. Mais sans la recherche fondamentale en génomique et plus précisément sans la recherche fondamentale menée dans les laboratoires de l'Université de Pennsylvania, bien avant 2005, rien de tout cela n'aurait été possible. Même avec le DARPA, même avec l'énorme programme public-privé Operation Warp Speed d'avril et novembre 2020, il a quand même fallu 15 ans entre recherche dans les laboratoires et vaccins dans les bras des Américains en 2021. La leçon que j'en tire est que sans financement à grande échelle de la recherche fondamentale, ça ne vous servira à rien d'avoir un DARPA. La leçon, par contre, que certains des partisans de la politique industrielle ont dit est différente. Eux, ils voient un DARPA comme un raccourci. Aujourd'hui, nous avons aux États-Unis une proposition pour des agences type DARPA pour la santé, pour l'énergie, pour les semi-conducteurs et les batteries. Au Royaume-Uni, il y a des propositions pour Advanced Research and Invention Agency. Ici, en France, les programmes sur les grands défis, sur Deep Tech, technologie de l'auture, appartiennent tous à cette famille de DARPA.
Je vais devoir vous couper, Suzanne Berger. Je suis désolée. Suzanne Berger, pardonnez-moi, mais je vais devoir conclure, s'il vous plaît, parce qu'on a largement atteint le temps. Concluez, s'il vous plaît, d'une phrase. Non, mais là, je vais fermer. La question est de savoir, dans un monde des politiques industrielles comme nous voyons, comment garder, faut-il défendre encore un monde plus ou moins ouvert à des frontières? Et je vois même dans mon université que la pression du Congrès pour fermer des entrées des Chinois, pour limiter nos collaborations avec des Chinois dans les secteurs soi-disant sensibles, dans cette question de l'impact sur notre système industriel et sur des rapports entre secteur industriel et monde international, pour moi, est capital. Excusez-moi d'avoir... Merci beaucoup, Suzanne Berger. De quoi donner quelques nouveaux axes de réflexion. Michel Barnier, on a parlé de beaucoup de choses. Votre vision, vous, de comment cette crise a redessiné la carte du monde, si effectivement, comme le disait Suzanne Berger, elle a été décisive pour un certain nombre de progrès, de sauts quantitatifs ou qualitatifs. Bien, d'abord, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Et merci à Jean-Hervé Hanzi et à son équipe pour son invitation. J'ai applaudi Florence Parly parce que je suis à peu près d'accord avec les points qu'elle a fait, donc je ne vais pas les refaire, notamment sur l'un d'entre eux, qui était dans le papier que j'avais préparé, le premier. Je ne pense pas que cette crise ait changé les paradigmes du débat mondial. Je pense que cette crise accélère, comme vous l'avez dit, Madame le ministre, des tendances ou des stratégies. Et pour nous, Européens, patriotes et européens, notamment le débat qui s'accélère et qui s'accentue ou qui s'aggrave entre les États-Unis d'Amérique et la Chine ou l'Asie. Et nous observons, y inclus avec l'élection récente qui nous a réjouis, je souhaite simplement que le soulagement ne se transforme pas en euphorie de M. Biden, ça ne change pas fondamentalement la stratégie américaine de America First, et nous devons le savoir. Même si les Américains essayent de nous mettre à bord dans leur dialogue avec la Chine, nous sommes alliés des Américains, nous le resterons, à condition que l'alliance ne signifie pas l'allégeance. C'est mon premier point. Et donc, à côté des États-Unis, il y a évidemment la Chine qui accentue, y compris avec une stratégie de diplomatie vaccinale plus ou moins réussie, sa présence internationale, ses investissements, son influence. Ce qui d'ailleurs m'intéresse d'une certaine manière dans ce monde aujourd'hui multipolaire, c'est le rapprochement entre la Chine et la Russie sur plusieurs sujets industriels ou de recherche ou de biotechnologie. Face à ce paysage qui s'accentue ou qui s'aggrave, la responsabilité des Européens est encore plus grande et plus forte. Savoir ce que nous voulons. Moi, je pense depuis très longtemps que l'Union européenne a bien fait de construire un supermarché. Contrairement à ce que les Britanniques pensaient, c'est davantage qu'une zone de libre-échange, le supermarché unique. C'est un écosystème complet qui est d'ailleurs la seule raison, ou la principale raison pour laquelle les Américains ou les Chinois nous respectent encore. C'est l'écosystème de normes, de standards, de régulation, de supervision et de juridiction que nous avons construit patiemment et que les Anglais viennent de quitter. Alors, est-ce qu'on veut être plus que ça? Moi, je pense que c'est une orientation vitale, que nous soyons capables d'avoir l'ambition d'être une puissance globale, d'un acteur global, une puissance géopolitique. Dans ce contexte, je reviens à la question et aux questions qu'a posées Philippe Aghion. La crise du Covid a révélé des faiblesses, à coup sûr, parce que nous n'avons pas été capables d'anticiper, de prévenir. Je pense qu'on va en tirer les leçons.
pour les prochaines crises qui arrivent, mesdames et messieurs. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y aura d'autres pandémies, humaines ou animales, en grand nombre avec le réchauffement climatique. On peut être sûr de ça, et la globalisation des transports. Mais je suis sûr qu'on va tirer au niveau de Bruxelles les conséquences de cette impréparation par davantage de prévention et aussi de préparation des réponses. Je pense qu'en matière d'écologie, qu'en matière de crise, la prévention coûte toujours moins cher que la réparation et qu'une réparation préparée, organisée, est beaucoup plus efficace qu'une réparation improvisée. Mais il y a quand même de bonnes nouvelles, franchement. Je pense que le choix européen de mutualiser la question des vaccins était une bonne nouvelle et en même temps conforme aux valeurs européennes vis-à-vis des grands ou des petits pays de l'Union européenne. Le plan de relance, mesdames et messieurs, qu'en raison de cette crise et pour en sortir plus vite, on ait été capable, pour la première fois, de décider d'emprunter ensemble pour investir ensemble. Moi, je suis libéral, je ne suis pas un protectionniste forcené. Je pense qu'on a été très naïf dans nos échanges avec les Américains ou le reste du monde, trop naïf, qu'il faut exiger la réciprocité. Mais je pense que la bonne protection, ce n'est pas le protectionnisme. La bonne protection, c'est d'être capable d'investir ensemble. Et c'est la première fois, de manière en réaction, mais aussi proactive, qu'on décide de le faire à hauteur de 750 milliards d'euros, avec des axes très forts, ce à quoi travaille le commissaire Breton sur le défi numérique et le Green Deal qui a déjà été mis en place auparavant mais qui va être amplifié. Ça, ce sont de bonnes nouvelles. Et le fait qu'il y ait aussi une volonté désormais de politique industrielle est aussi une bonne nouvelle. Il reste, mesdames et messieurs, que nous sommes devant une question politique, de volonté politique. Est-ce qu'on veut être un acteur global pour participer à ce dialogue multilatéral et ne pas être sous-traitant ou sous influence? J'ai toujours en tête, et je termine, le fameux tableau de M. Cameron. Vous vous souvenez de M. Cameron, c'est lui qui a voulu ce fameux référendum. Et au moment où il essayait de convaincre les Britanniques qu'il fallait rester dans le marché unique, il avait publié un tableau qui montrait le G10 de l'économie mondiale, les 10 pays les plus importants tous les 10 ans, 2010, 2020, 2030, 2050. Et ce que montre ce tableau, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore 4 pays européens dans le G10, l'Allemagne, le Royaume-Uni, si je puis dire, la France et l'Italie. Et tous les 10 ans, il y en a un des 4 qui est éjecté du tableau, définitivement. Et en 2050, l'Allemagne est 9e, et sur la voie de sortir. Et ça, c'est un tableau que tout le monde peut comprendre, y compris les gens auxquels ont parlé les populistes britanniques ou les nationalistes français. Ce tableau, il montre une chose, c'est que si on n'est pas ensemble appuyés sur ce qui est notre principal atout, le marché unique, on est foutu. On est hors du tableau, on devient spectateur d'un propre destin. Et donc ça, c'est la clé, mesdames et messieurs. C'est pour ça que dans tous les débats qui s'ouvrent, vous m'entendrez dire qu'il faut absolument être européen en plus d'être patriote, parce que si on n'est pas ensemble, on n'est pas à la table. Et ce n'est pas la peine de faire des discours ici à Aix-en-Provence ou ailleurs. On n'est plus capable de participer à ce dialogue ou à cette confrontation pour défendre nos valeurs, nos intérêts, notre stratégie industrielle, simplement notre liberté, notre indépendance. Merci. Merci Michel Barnier. À ce stade du débat, il est intéressant aussi d'entendre le point de vue d'un dirigeant d'une grande entreprise, en l'occurrence une entreprise de transport maritime international, CMA-CGM, Rodolphe Saadé. Votre activité est finalement un excellent baromètre aussi des échanges commerciaux, de la situation aujourd'hui. Comment vous avez observé l'impact de cette crise sur le monde et votre activité, peut-être plus précisément? Merci, bonsoir à tous. Peut-être le premier commentaire que je ferai, c'est que finalement, ce qu'on remarque, nous, en tant que compagnie de transport et de logistique, c'est que la carte du monde n'a pas été redessinée, mais a fixé les priorités, que sont les acteurs et bien évidemment le cap à suivre. Au niveau de la carte, les États-Unis sortent renforcés de cette crise, leur économie a montré sa force, l'Europe a su rebondir, l'Asie, et en particulier la Chine, restent et resteront le grenier du monde. Et malheureusement, on a pu voir la faiblesse des pays émergents. On note également
une augmentation des trafics régionaux ainsi que des trafics internationaux. C'est ce qu'on a pu voir, nous, dans notre secteur. Concernant les acteurs du monde, là aussi, on a remarqué que les entreprises jouent de plus en plus un rôle fondamental. Parce que les entreprises, aujourd'hui, arrivent à trouver des solutions, notamment les entreprises qui sont liées au domaine de la pharmacie, ou de la pharmaceutique, pardon, qui sont en mesure de produire les vaccins. Et puis également, vous avez les compagnies de transport et de logistique qui, elles, distribuent les vaccins à travers le monde. La crise aussi a montré le poids du digital et des acteurs du digital. Il est évident qu'avant le Covid, on n'aurait jamais pu avoir les rencontres économiques d'Aix en visioconférence pour certains et des réunions en Zoom ou en Teams. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le digital fait partie de notre vie au quotidien et même si certains pensent qu'avec la distribution généralisée du vaccin, cela changera, je pense que le digital reste et restera dans nos vies au quotidien. On note également un renforcement de toutes les organisations mondiales et du rôle capital qu'elles peuvent jouer, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale de la santé, qui, par rapport à la situation qu'on a vécue, nous montrent toute leur force et toute leur importance. Cette crise a également fixé les priorités. En premier lieu, la santé. Et nous, en tant que groupe de transport et de logistique, nos collaborateurs sont évidemment haut sur la liste de nos priorités. L'agenda climatique. Aujourd'hui, il est difficile de faire comme si la problématique de l'environnement n'existait pas. Et nous, en tant que transporteurs maritimes, on a investi dans le LNG et dans le biométhane. L'environnement est capital et si on ne s'en occupe pas les uns les autres, on aura un sérieux problème. La lutte contre les inégalités, l'accès aux vaccins est un bon exemple et on voit malheureusement aujourd'hui que les pays émergents n'ont toujours pas accès à ce vaccin. Et j'en parlais avec la directrice de l'OMC pour proposer les services du groupe dans la distribution de ces vaccins. Et puis dernièrement, au niveau de la souveraineté, il est évident qu'avec ce qui s'est passé, on note une augmentation de la souveraineté de certains pays. Et alors attention à ce que cela n'ait pas un impact négatif sur le commerce mondial. Merci. Merci beaucoup. Et pour finir ce tour de table, je me tourne vers Sven Smith. Vous avez envie de regarder la face, on va dire, on et la face off de cette histoire. Yeah, I will do this in English. I'm sorry, Je vais parler en anglais. Je comprends le français, mais je m'exprime mal. Ma map monde évolue radicalement. Chaque semaine, il y a des modifications, mais le plus grand changement, à mon avis, est une accélération. Nous savons très peu au jour d'aujourd'hui sur les vies et comment les gens vont gagner leur vie. On ne sait pas pourquoi le virus est tombé entre janvier et mars. Mais nous n'avons pas de modèle adéquat pour décrire ce qui s'est passé à l'économie l'année dernière. La récupération était assez rapide, c'était comme un interrupteur on-off. Mais nous savons qu'il y a eu des accélérations. Le numérique, les commerces en ligne, etc. L'économie a accéléré. Et le travail depuis chez soi, l'éducation chez soi, tout ça a accéléré. Et certains éléments vont rester. C'est très simple. Si ça nous plaît, si ça fonctionne, ça va rester. Si ça ne nous plaît pas, ça ne restera pas. Donc, la télémédecine a augmenté de 10% à 85%. Et ça va rester. Le médecin l'aime, le régulateur l'aime, le patient l'aime. L'éducation à la maison, les enfants ne l'aiment pas, les parents ne l'aiment pas, les enseignants ne l'aiment pas. Mais il y a certains poches de résistance aux États-Unis et eux, ils pensent qu'on va sûrement rentrer à l'école. Donc, Covid n'est pas une question de vers où est-ce qu'on... C'est plutôt la question est vers où est-ce qu'on va sortir. Et
la potentialité de productivité pour une croissance énorme dans la décennie à venir. On peut grandir d'une manière durable et d'une manière inclusive également. C'est là, ça existe. Si on regarde l'histoire des récupérations après de grandes crises, il y a une relance où l'économie augmente 50% dans une décennie ou 10% dans une décennie. Et il faut que l'on parle aujourd'hui. Il faut décider vers quel avenir on se dirige. Soit une augmentation de 50%, ça va être beaucoup mieux que 10-20% pour la durabilité, pour l'inclusion et pour la prospérité de tous et pour la santé. Et nous croyons que c'est possible parce que nous avons vu dans cette accélération du numérique, l'avenir du travail, il y a une possibilité d'obtenir cette croissance. Donc, notre verre est à moitié plein. Donc, et les histoires qui évoluent vis-à-vis de la vitesse de l'innovation au niveau de la santé pourraient vouloir dire qu'on va avoir une réduction au niveau des cancers, de la malaria. Et on va perdre moins de vies. La pandémie a été très difficile pour les vies et pour les salaires. Pour moi, la question clé est, est-ce qu'on peut identifier si on va gagner ou plus que l'on a perdu dans la décennie à venir? Ce n'est pas parce que la possibilité n'existe pas. Les signaux sont là. On va pouvoir donner à chaque individu sur la planète une 10 années de vie de qualité de plus. La productivité existe pour rajouter 1% de croissance économique pour chaque personne sur la planète. Mais il faut en parler. Et moi, je suis serein de savoir que nous apprenons ensemble. La question pour moi reste, d'ici un an, est-ce qu'on va regarder en arrière lorsqu'il y aura une investigation parlementaire qui demande qu'est-ce qui s'est mal passé ou est-ce qu'on va poser la question positive? Qu'est-ce qu'on a fait qui a fonctionné? Et on a fait plein de choses qui ont bien fonctionné. Et ensuite, on peut regarder en arrière 10 ans et on va dire d'ici 10 ans que ce n'était pas une dépression de Covid-19, mais c'est une accélération grâce à Covid-19. Et c'est mon espoir. Il nous reste encore donc une vingtaine de minutes pour des questions. Moi, j'avais envie de revenir sur cet accord conclu hier à l'OCDE pour une réforme de la taxation des multinationales, finalement qui redessine aussi cette carte du monde, en tout cas fiscale. C'est le signe d'une reprise en main par les États, disait tout à l'heure ici à Aix Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Florence Parly, est-ce qu'on peut dire que le temps de l'optimisation fiscale, tous azimuts, est désormais révolu ? Ça, je ne sais pas, parce que c'est une étape décisive qui a été franchie, mais maintenant, il faut s'entendre sur les conditions de mise en œuvre. Et puis, je voudrais aussi dire que ce n'est pas un miracle qui nous arrive comme ça, tel le Père Noël qui descend de la cheminée. C'est aussi des années d'efforts. Ce sont des combats qui ont été menés. Ce sont des combats qui ont aussi été coûteux pour certains. Et quand je pense à certaines catégories socioprofessionnelles en France en ont payé le prix. Donc je suis très heureuse que ce combat puisse déboucher sur une possible mise en œuvre qui va réduire les possibilités d'optimisation fiscale. Je suis prudente, je dis réduire, je ne suis pas sûre qu'on pourra faire disparaître toutes les formes d'optimisation fiscale, mais évidemment c'est une excellente nouvelle et nous l'accueillons à bras ouverts. Mais je voudrais quand même dire que c'est un travail qui a mobilisé beaucoup de pays. Voilà, et ça a été rendu possible parce qu'il y a eu un dialogue politique qui s'est renoué, mais nous partons de loin. Michel Barnier, un mot aussi sur cet accord. J'imagine que pour vous, c'est aussi une bonne nouvelle. Est-ce que c'est l'effet Biden, selon vous, ou c'est l'effet de la crise? C'est un peu les deux? C'est ces années d'efforts que vient de décrire Florence Parly plus... C'est sûr que ce n'est pas M. Trump qui aurait eu cette idée. Hein. Et donc l'arrivée du président Biden a changé la donne, mais comme l'a dit Florence, après un travail auquel d'ailleurs les autorités françaises ont participé, les autorités européennes aussi, pour qu'on aboutisse à cette taxe. J'espère que dans la foulée, on pourra peut-être imaginer aussi une taxe à laquelle moi j'ai été favorable lorsque j'ai eu l'honneur d'être le commissaire européen aux services financiers, qui est une taxe sur les services financiers. Il y a 600 000 milliards de dollars
d'échange sur les produits dérivés qui nous passent au-dessus de la tête. Si on voulait trouver de l'argent pour faire face à la pauvreté en Afrique, pour faire face aux défis climatiques et davantage de justice, mais rien que ces deux défis-là, qui ont des conséquences partout, on aura besoin d'une taxe comme celle-là. Puis j'ajouterai, puisqu'on est dans la voie des espoirs sur la fiscalité, qu'on arrivera aussi à faire bouger les lignes en Europe. Mais ça passe par, vous le savez tous, mesdames et messieurs, un changement des règles internes à l'Europe pour éviter les optimisations fiscales internes au marché unique. Ça passe par un changement de la règle de l'unanimité. Donc ce n'est pas forcément demain la veille. Mais enfin, c'est une bonne nouvelle. Voilà ce que je peux dire. Suzanne Berger, peut-être un mot aussi, vu des États-Unis, sur cet accord, effet Biden. Je crois que la grosse majorité des Américains étaient choqués de savoir que Apple, Amazon et les autres ne payaient pas d'impôts. Mais là, je crois que je partage un peu l'inquiétude de M. Saad qui vient de s'exprimer tout à l'heure sur la question à savoir si ces règles sur la fiscalité globale, quel sera l'impact sur les pays en voie de développement, sur les économies émergentes. Est-ce que finalement, s'ils ne peuvent pas utiliser des stratégies que, par exemple, Irlande a utilisées autrefois pour attirer des activités et des grandes entreprises, des délocalisations, etc., est-ce que ça va les désavantager? Je me pose la question. Un point de réponse, quelqu'un veut éventuellement amener des pistes? Non? Alors on passe... Oui, Philippe Gaillon, allez-y. Le changement de fiscalité, ce qui est intéressant, c'est que ça... Je crois que c'est par le bon bout. On sait qu'il fallait faire quelque chose sur la fiscalité, mais en France, on mettait le débat en disant en France, augmenter la fiscalité du capital en France. La France est déjà un pays qui taxe beaucoup le capital, mais je crois que, par contre, le mettre au niveau international dit je taxe les plus-values excessives, je taxe les services financiers, j'impose des minimums, des taux minimums dans les pays pour qu'il n'y ait pas d'arbitrage, peut-être je mets des règles que, ou que tu réalises tes profits, tu es citoyen français, tu payes en France. Voilà, des règles comme ça, je pense qu'avec ça, on peut aller très très loin et que c'est le bon bout par lequel prendre la question de la fiscalité. Voilà. Donc je voulais juste voilà, faire un commentaire là-dessus, mais peut-être tout à l'heure on a encore un peu de temps pour discuter entre nous. On a encore un petit peu de temps, tout à fait. Merci. Vous avez aussi évoqué la question climatique, les uns et les autres. Effectivement, on a eu confirmation là, hier d'un record de chaleur sur le continent antarctique, battu le 6 février 2020, 18,3 degrés, ce qui montre une nouvelle fois que le réchauffement climatique nécessite des mesures urgentes. C'est le commentaire de la vice-présidente de l'Organisation météorologique mondiale. On a eu aussi, Florence Parly, cette décision du Conseil d'État qui estime que la France ne fait pas assez pour respecter ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique et qui donne au gouvernement 9 mois pour prendre des mesures urgentes. Comment le gouvernement va-t-il rectifier le tir ? Je ne prétends pas avoir la réponse à cette question. En revanche, je pense que personne ne peut contester le fait que dans les conséquences de la crise que nous devons gérer, plus que jamais, la question du réchauffement climatique doit trouver une réponse, et une réponse là aussi accélérée. Et je pense que c'est aussi un des objectifs de l'Union européenne que de permettre aux États, à travers les financements issus du plan de relance, de mettre le paquet, si je puis dire, sur des investissements qui auront un impact positif en termes de ralentissement du réchauffement climatique. Donc moi, je ne veux pas commenter la méthode. Je pense que personne ne peut contester le fait qu'il faut faire plus et il faut faire plus vite. Et le climat que nous éprouvons chaque jour montre bien qu'il est perturbé. Après, on peut discuter de la méthode. Moi, je pense que le Conseil d'État a raison d'attirer l'attention. J'espère que la méthode se révélera efficace. Je pense que, comme on dirait au Parlement, c'est un amendement d'appel. Sur l'innovation verte, oui. Michel Barnier, vous allez dire un mot. Non, je voulais juste dire un mot en écho à ce que disait Suzanne tout à l'heure depuis Washington.
elle disait, nous avons été très choqués que Google, Amazon ou d'autres ne payent pas d'impôts. Elle parlait des États-Unis, j'imagine. Enfin, nous, on a été encore plus choqués qu'elle, hein, je peux dire. Ça, c'est mon premier point, et donc c'est bien qu'on ait cette fiscalité minimale. Cela dit, Philippe, il n'est pas question qu'on augmente les impôts en France sur les entreprises. Hein. Parce que nous, on est vraiment les plus forts dans ce domaine. Donc, le choix des années qui viennent, c'est de libérer les entreprises françaises, à coup sûr, notamment d'une partie des impôts de production, qui nous plombent notre compétitivité par rapport aux pays voisins, notamment l'Allemagne. Donc, c'est bien que les Américains augmentent, ils ont encore de la marge, hein, leurs impôts, mais nous, dans ce domaine, on est au-dessus de la limite. Hein. Voilà. Quant au changement climatique, j'étais un peu étonné de cette décision du Conseil d'État. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de débat mondial, il n'y a pas de débat national ou européen si on ne prend pas en compte cette réalité que le GIEC vient de rappeler, que nous allons subir 2 degrés à 2,5 degrés de plus dans les 40 ans qui viennent. Enfin, moi, j'ai eu l'honneur de présider un département un peu plus à l'est et au nord d'ici, dont, en Savoie, le tiers de l'économie repose sur la neige. Hein. Bon. Ici, on est dans une région de viticulture. Il faut voir le temps duquel le temps des vendages a été accéléré depuis 30 ans. En Champagne, l'autre jour, on me disait que c'était 5 semaines d'accélération depuis 30 ans. Donc ça change tout. Ça change tout. Ça change nos manières de nous transporter, de construire, de cultiver, d'échanger. Et donc la responsabilité et le courage politique consiste à dire qu'il faut se préparer à ces changements pour ne pas les subir complètement. Philippe Aguillon, vous vouliez dire quelque chose sur l'innovation verte? Oui, sur l'innovation verte, je crois qu'il y a plusieurs leviers d'innovation verte. Un point important, c'est que les entreprises spontanément n'innovent pas dans le vert. Spontanément, elles ne le font. Si elles ont innové beaucoup dans des technologies polluantes dans le passé, j'ai fait des études avec d'autres qui le montrent, spontanément, elles ne vont pas se réorienter. Donc il faut réorienter le changement technique vers les technologies vertes. Ça se fait avec plusieurs moyens. Ça se fait d'abord avec la taxe carbone, où le prix du carbone, évidemment, est un outil. Mais la subvention à l'innovation verte et la politique industrielle verte est également un outil très important. Et un autre outil, c'est la société civile, les consommateurs et la finance verte. Très important, les consommateurs, le Bitcorp. Ils jouent un rôle très important. Et donc, c'est vraiment le triangle entreprise, État, société civile. Ce triangle est au cœur de la bataille pour gagner l'innovation verte. Voilà. Et il faut mobiliser ce triangle, tous les côtés du triangle. Voilà. Dans le triangle, vous devriez mettre un 4e coin, qui est le budget européen. Hein. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est au milieu, mais en tout cas, c'est mieux de le dire parce que le budget européen, quand même, a quand même une caractéristique, c'est qu'il y a un programme de recherche extrêmement important qui favorise les fertilisations croisées, le travail en commun. Et pour répondre à une de vos questions tout à l'heure, par rapport à un sujet que j'ai longuement traité pendant 4 ans, celui du Royaume-Uni, oui, je pense que notre intérêt commun, dans certains domaines, si les Britanniques le veulent bien, sera de coopérer avec eux. C'est pour ça que j'étais pas content qu'ils refusent de participer à Erasmus, parce qu'ils veulent faire leur Erasmus à eux dans leur coin, concurremment au nôtre, mais j'étais très content qu'ils acceptent finalement, le 24 décembre, de participer au programme de recherche européen, parce que si on veut être intelligent, il y a des tas avec la puissance d'innovation de beaucoup d'universités, de laboratoires anglais, on a besoin de coopérer. Maintenant, si vous voulez connaître toute l'histoire, je vous invite à lire mon livre. Hein, c'est pas... Un petit peu de promo ne fait jamais de mal. Rodolphe Saadé, sur la question climatique, je crois que vous avez aussi un témoignage à communiquer. Vous parliez du biométhane tout à l'heure. C'est pas forcément facile de faire ce choix, me disiez-vous? J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui a été dit sur la question de l'environnement. Et il est évident que c'est un sujet majeur pour nous tous. Du point de vue d'une entreprise, ce qui est important, c'est surtout l'action. Parce qu'on peut discuter de lois et de taxes, mais au final, si on ne prend pas des actions de manière collective pour protéger l'environnement, l'été prochain, on sera toujours là en train de parler du même sujet. Donc c'est pour ça que je pense que ce qu'il est important de faire, et l'industrie du transport maritime
bouge sur ce sujet-là, que ce soit au niveau des navires qui sont propulsés au LNG, que ce soit des entrepôts à énergie positive. On est clairement assez actif dans ce domaine-là. Alors peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais il est important de dire que l'industrie du transport maritime fait beaucoup sur ce sujet-là. On a même été encore plus loin en ce qui est de CMA-CGM, qui est de dire on n'utilisera pas la route du Nord. Florence Parly. Moi, je voudrais rebondir sur cette question de l'innovation parce que je pense que c'est absolument vital pour les Européens. Et je suis très d'accord avec ce qu'a dit Suzanne Berger sur le fait qu'une agence aussi bien dotée et par dizaines de milliards de dollars chaque année, telle que l'Agence de l'innovation de défense américaine, ne peut pas à elle seule résoudre tous les problèmes de l'innovation. Et d'ailleurs, elle a très bien expliqué, elle ne les résout pas, elle accompagne. Donc, il faut absolument qu'en tant qu'Européens, nous comprenions combien ce que nous faisons dans le cadre de la recherche, l'enseignement supérieur, dans le domaine civil, tout cela doit s'articuler de façon intelligente avec des efforts qui sont réalisés, qui sont importants dans le domaine militaire, parce qu'il se trouve qu'il y a une réallocation de ressources budgétaires qui se fait au profit des budgets de défense, et je pense que ça n'est pas terminé, malgré la crise que nous venons de traverser. Et donc cette première articulation est fondamentale, et il y a une deuxième articulation qui est vraiment très importante aussi, que moi je vis chaque jour, c'est que lorsqu'on parle de nucléaire, lorsqu'on parle d'équipement militaire, on parle du temps très long. On fait des investissements à 40 ans. Et l'investissement à 40 ans ne signifie pas que pendant 40 ans on s'isole dans son laboratoire, on réfléchit, on travaille. Il faut absolument rester connecté à l'innovation de très court terme sur cycle de plus en plus court, parce que la technologie elle est aussi numérique, et donc il faut que ces grands programmes de recherche, et pour ce qui me concerne ces grands programmes d'armement, puissent s'appuyer sur un substrat d'entreprises, de start-up qui ont un cycle de développement qui n'est absolument pas le même que celui des laboratoires de recherche universitaires dont parlait sans doute Suzanne Berger, ni même de nos grandes entreprises du secteur de la défense. Donc c'est cette articulation-là qui est précieuse, qu'il faut travailler de façon extrêmement soigneuse, et je pense vraiment que l'avenir de notre Europe repose beaucoup là-dessus. Tout ça a un coût, les Européens s'en rendent compte, ils commencent à investir, alors certes peut-être pas à l'échelle des Américains, mais je crois que là aussi, ce qui est important, c'est la vitesse, c'est-à-dire, et c'est la détermination avec laquelle nous allons poursuivre ces efforts. Le Fonds européen de défense, il n'existait pas. Alors, tous ceux qui disent que c'est pas assez, ils sont bien gentils, mais comme il n'y avait rien, moi, je suis très satisfaite qu'il y ait quelque chose. Maintenant, il faut que cet effort, il soit poursuivi dans la durée, et surtout, il ne faut pas perdre le bénéfice d'autres investissements qui sont réalisés ailleurs et qui doivent être faits selon un mot qu'on n'aime pas beaucoup, mais qui s'appelle la synergie, parce que cette synergie, elle est fondamentale. Sinon, c'est de la dispersion et du gaspillage d'efforts budgétaires. Sven Smith, vous vouliez ajouter quelque chose? I just wanted to add one dimension to the discussion, which is that the train... Ajouter quelque chose dans cette discussion, c'est que le train a quitté la station. On ne parle pas de centaines de milliards, on parle de trillions. Et de plus en plus de trillions sont évalués par des investisseurs lorsqu'on parle de durabilité. Mais il y a un petit problème pour l'Europe qu'il nous faut régler collectivement, c'est-à-dire la profitabilité moyenne des entreprises américaines est significativement plus élevée que les entreprises européennes. Cet argent va aller aux États-Unis. Si on ne règle les problèmes que par les subventions, il faut créer les incitations au niveau des profits, sinon l'argent va simplement s'évaporer. C'est pas seulement pour plusieurs raisons que je pourrais expliquer. Il y a une dynamique pour laquelle la profitabilité européenne est plus élevée, et c'est pour ça que l'argent va vers les États-Unis. Et c'est pour ça que les innovations que l'on trouve en Europe, par exemple, on a parlé de Pfizer, admettons, qui a été acheté par les États-Unis, et les profits vont aux États-Unis. Donc, il faut qu'on essaie de bien comprendre aux États-Unis comment le système d'incitation, le triangle dont vous parliez, avec l'Europe au milieu, si vous voulez, ben à ce moment-là, c'est que, en fait, il faut s'assurer que l'Europe, que l'argent, finalement, revienne en Europe par des incitations.
Totalement d'accord avec vous. Dans le domaine biotech, je dis tout à l'heure, les États-Unis, en recherche fondamentale, ils ont la National Science Foundation, qui est une super ANR, ils ont la National Institute of Health, ils ont le Howard Hughes Medical Institute, qui est un truc de mécénat énorme qui finance la recherche fondamentale, rien que pour la recherche fondamentale. Ils ont le capital risque, ils ont les investisseurs institutionnels. Gros problème en Europe. Comment on va construire en Europe un système d'investissement institutionnel équivalent au système américain? On est encore très loin. Et donc il y a tous ces maillons-là, et aussi les DARPA. Et il faut créer tout ça. Moi, j'ai eu un peu peur à un moment donné, mais vous allez me rassurer. J'ai eu le sentiment que quand on négociait le package l'été dernier européen, certains pays avaient essayé de pousser pour qu'on rogne un peu sur la recherche. Est-ce qu'il y a eu un peu de ça ou pas? Et le danger a été évité finalement. Je prêche le faux pour apprendre le vrai. Vous allez me rassurer, me dire mais non, mais pas du tout, vous avez mal compris. Est-ce qu'il y a eu un danger de ça? Justement, pour rebondissant ce que te disait notre ministre de la Défense. C'est rare que vous compreniez mal, hein. Il y a eu toujours le débat quand il faut se mettre d'accord sur le budget, mais nous ne parlions pas du plan de relance, là, nous parlons du budget européen, où il y a toujours un débat entre des politiques dites traditionnelles, la PAC, les fonds structurels, et les budgets dits d'avenir, alors que moi je pense que tout est utile si on veut bien s'adapter au changement. Donc il y a eu ce débat, vous avez raison, et finalement il a été tranché en préservant le budget européen de recherche. C'est d'autant plus nécessaire, juste en vous écoutant, et tous les deux, je réfléchissais à une visite, enfin je pensais à une visite que j'ai faite très intéressante il y a 15 jours à Grenoble, où j'ai visité longuement le synchrotron et le CEA. Et au synchrotron, j'ai vu les recherches fondamentales qui se font à partir du Covid, sur les cellules. C'est absolument impressionnant de voir comment on peut rentrer dans le cœur détaillé des cellules. Et puis au CEA, j'ai vu comment on travaille sur les microprocesseurs, la miniaturisation des microprocesseurs. Et ce qui m'a frappé dans l'explication qui m'a été donnée, si j'ai bien compris, c'est qu'au-delà de cette recherche-là, on ne sait pas faire, et plus on s'éloigne de la recherche fondamentale où nous sommes pilotes, avec des outils formidables comme le CEA ou le synchrotron, et il y en a d'autres en Europe, plus on s'éloigne de cette recherche fondamentale vers l'industrialisation, moins ça se fait chez nous. Tout nous échappe. Voilà. Donc c'est plus possible. Et c'est là aussi il faut une capacité collective de courage politique et de détermination à laquelle la France doit prendre sa part pour décider d'investir ensemble dans l'esprit de ce qu'on a déjà fait à la suite du Covid. Pour rebondir sur ce que disait Philippe Aghion, est-ce que vous pensez, Michel Barnier, que ces critères de Maastricht peuvent être redéfinis? Est-ce que ça peut être une piste si on considère que les investissements de croissance ne font plus partie du déficit, ne sont pas comptés comme faisant partie du déficit? Non, mais d'une bonne question, c'est le moment de la poser, parce que s'il y avait, on serait bien passé de cette crise du Covid qui a été extrêmement violente et qui a provoqué beaucoup de morts et beaucoup de détresse et de solitude. Mais s'il n'y avait pas eu cette crise, cette question était nulle et non avenue, hein, Philippe? Non, mais je fais attention à ce que vous dites. Hein. Je voulais dire, s'il n'y avait pas eu cette crise, oui, la discussion n'était pas ouverte. Ah oui, absolument. Elle est ouverte parce qu'il y a eu cette crise et que tout a explosé. De là à dire qu'on ne va jamais rembourser la dette, sûrement pas. Ce ne serait pas responsable et ça pourrait faire tout exploser beaucoup plus gravement. Donc il faudra rembourser avec beaucoup de temps, mais il faudra rembourser. En revanche, je pense que c'est le moment de mettre des idées nouvelles au niveau européen, national, dans le débat sur qu'est-ce que peuvent être les nouveaux outils et critères de gouvernance du budget européen et des économies européennes rassemblées dans le marché unique et dans la monnaie unique. Je pense que c'est le moment, et les idées que vous avez évoquées, alors certains disent vos idées, d'autres disent le budget de la défense, certains disent le budget de la recherche ou l'éducation. En tout cas, ce débat est ouvert et je pense que c'est important dans les mois qui viennent qu'on y prenne notre part. Merci beaucoup, merci à tous ici et en duplex. Merci Suzanne Berger, Florence Parly, Michel Barnier, Sven Smith, Rodolphe Saadé, Philippe Aghion. Merci pour la vivacité et la qualité de ces échanges. Et bien, je vous laisse les prochaines tables rondes.